Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Dossier délicat, je vais vous parler de l'affaire Gouffé, que les journaux de l'époque ont appelée la malle sanglante de Millery. Cette affaire fit grand bruit. Elle eut même un retentissement international. Nous sommes le 3 août 1889. Le journal du Cher écrit « Un huissier, M. Gouffé, ayant son étude au 148 de la rue Montmartre à Paris, a disparu dans des circonstances tellement mystérieuses qu'elles font craindre qu'on ne se trouve en présence d'un crime. » Vendredi soir, M. Gouffé s'était rendu comme à son habitude vers 18h30 au Café Véron. Il y resta en compagnie de 3 amis jusqu'à 19h15. Il les quitta de bonne humeur en leur disant « Mes filles vont dîner en ville. J'ai averti la bonne que je dînerai dehors également. » 3 quarts d'heure plus tard seulement, un homme qui de dos ressemble à s'y méprendre à M. Gouffé passait devant la loge du concierge et pénétrait dans l'étude de l'huissier. Quand l'homme redescendit, le concierge fut stupéfait de voir qu'il ne s'agissait pas de M. Gouffé. « Que venez-vous faire dans l'étude ? Comment y avez-vous pénétré ?» lui demanda le concierge. « Je suis un des clercs, » lui répondit l'homme. « Je ne vous connais pas, » se contenta de dire le concierge, qui est depuis peu dans la maison et qui resta interloqué par l'assurance de cet homme. L'individu se hâta de profiter de cette hésitation et disparut en un clin d'œil. Le même soir, le concierge alla prévenir la fille de l'huissier. « Nous le raconterons à notre père quand il rentrera. » Seulement voilà, Gouffé n'est pas réapparu depuis vendredi 26 juillet. Le mardi 13 août, Denis Coffy, le cantonnier de Millery près de Lyon, se présenta à la gendarmerie et explique. Le long de la départementale 82 qui relie Saint-Étienne à Lyon, j'ai remarqué dans les branches d'un acacia un paquet informe. Ne pouvant l'atteindre, j'ai prié un voisin, M. Philippe, de m'aider à le retirer. À l'aide d'un harpon et d'une fourche, on a pu faire rouler la masse sur la voie du chemin de fer. On était en présence d'un sac de toile grossière, soigneusement lié par une corde. Les fils de chanvre étaient pourris et laissaient suinter des émanations putrides. M. Philippe ouvrit le sac, et l'intérieur renfermait une toile cirée plaquée sur une forme humaine. La tête était complètement enveloppée, et la toile était retenue au cou par un solide lien, formant plusieurs tours. Les gendarmes se dépêchent immédiatement sur les lieux de cette macabre découverte. Arrivés sur place, après une fouille minutieuse, ils découvrent à environ 3 mètres du cadavre, sur un muret, une petite clé. Le corps est emmené à la faculté de médecine de Lyon, où le médecin légiste, Paul Bernard, procède à l'autopsie le 14 août. Il constate dans son rapport que le corps dénudé est ligoté avec 7 mètres de corde, que la tête est enveloppée dans une toile cirée noire, et que la victime est apparemment morte par strangulation depuis 3 à 5 semaines. Conservé dans le formol, ce n'est que 3 mois plus tard que le corps pourra être identifié. L'autopsie débutée le 13 novembre aura duré 8 jours. Sur base notamment de cheveux prélevés sur un peigne et de la description d'une ancienne blessure de celui-ci, dans ce qu'on présente aujourd'hui comme les prémices de la police scientifique. La victime est un huissier de justice de 49 ans, Toussaint Augustin Gouffé, dont l'étude est l'une des plus importantes de la capitale, et dont la disparition était en son temps loin d'être passée inaperçue. Il est décrit comme un veuf respectable, élevant convenablement ses 3 filles, mais multipliant néanmoins les conquêtes féminines. Le 14 août, le lendemain de la découverte de Denis Coffy, à Saint-Genis-Laval, à 8 km de Millery, un chercheur d'escargots découvre une malle en partie détruite, dégageant la même odeur pestilentielle. Un cadenas se trouve sur cette malle, et les gendarmes se rendent vite compte que la petite clé trouvée à Millery s'adapte à la serrure. Et la puanteur qui se dégage du coffre ne laisse planer aucun doute quant à l'usage qui en a été fait. Cette malle a bien servi à transporter le corps.
Une étiquette collée à l'une des planches apprend que la malle a voyagé de Paris à Lyon par chemin de fer, en date du 27 juillet, le lendemain du jour de la disparition de Gouffé. Mais alors, que s'est-il passé? Et qui a envoyé cette malle? Le procureur de Lyon décide alors de transmettre les éléments en sa possession au parquet de Paris, qui confie l'enquête au commissaire Marie-François Goron. Aussi, le parquet de Lyon décide de faire reconstituer par des ouvriers habiles et patients la malle détruite. Les débris de la malle authentique et la malle reconstituée furent exposés à la morgue. Le tout était surmonté d'une pancarte sur laquelle on lisait: pour tout renseignement à fournir, prière de s'adresser au greffe de la morgue où se trouve en permanence un inspecteur de la sûreté, soit à M. Dopfer, juge d'instruction au palais de justice, soit à M. Goron, chef de la sûreté au 36 quai des Orfèvres. Sur cette pancarte, il était précisé que la malle avait servi à transporter le cadavre de M. Gouffé de Paris à la tour de Millery. Cette malle, brisée en une vingtaine de morceaux, a été découverte dans un buisson à environ 10 km du corps. Cette publicité, si je puis dire, attira une foule énorme à la morgue pendant plusieurs jours. L'inspecteur Goron décida de procéder à des interrogatoires. Il convoque M. Landry, le beau-frère de Gouffé. Celui-ci arrive au commissariat accompagné de Rémy Launay. Alors que Goron questionne Landry, Launay le coupe. Après tout, vous n'avez pas de certitude absolue. Il y a tant de disparitions soudaines à Paris, et des gens qui se portent comme vous et moi. Nous avions même avec Gouffé un ami commun, Michel Hérault, qui a précisément quitté son domicile en même temps que lui. Je ne sais pas où il est. Pourquoi n'avez-vous pas donné cette information plus tôt, lui demanda Goron. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Je n'ai plus vu Hérault. Je n'y ai plus pensé. Seulement, ces jours-ci, j'ai constaté qu'on ne rencontrait plus non plus Gabriel. Qui ça, Gabriel? Gabriel Bompard, l'ami d'Hérault. Gouffé la connaissait bien aussi. Il l'appelait son petit diable. J'ai connu Michel Hérault alors qu'il gérait une distillerie qui appartenait à sa femme. Je suis directeur d'une agence de recouvrements commerciaux, et il était venu me voir car il avait un litige avec une maison de Londres. Je lui conseillais de tenter une action en justice et je lui présentais Gouffé. Hérault était un garçon très intelligent, très bon vivant et très sympathique. Il plut beaucoup à Gouffé et ils nouèrent très vite des relations amicales. Mais je crois que ce qui lui plut surtout, c'était la maîtresse d'Hérault, Gabrielle Bompard. Elle était très jolie. C'était une gamine très amusante. Un soir, on dînait tous les trois ensemble et Hérault me demanda si Gouffé était aussi riche qu'on le disait. Je répondis qu'en effet, il avait une très jolie fortune. Gabriel s'écria: « Il n'y a rien de tel que les hommes déjà mûrs pour être polissons. J'en connais un qui m'a offert jusqu'à 50 000 francs pour un seul rendez-vous, et 3 000 francs par mois ensuite. » En entendant ce témoignage, Goron a la certitude d'avoir affaire au coupable de cet assassinat. Seulement voilà, personne ne sait où il se trouve. Il décide quand même de se renseigner sur eux, tout comme la presse d'ailleurs, qui nous en dira un peu plus sur ce couple diabolique. Michel Hérault, né à Saint-Étienne le 30 mai 1843, est fils de négociant. Il s'est marié en 1870 à Paris avec Louise Laure Bourgeois, avec qui il aura une fille, qui mourra à l'âge de 9 ans. Mari violent et volage, il a abandonné son épouse battue et humiliée. Il s'engage un temps dans l'armée et participe en 1863 au combat durant l'expédition du Mexique, avant de déserter, vivant alors d'escroqueries et d'autres affaires véreuses. Gabrielle Bompard naît à Lille le 13 août 1868. Elle se laisse séduire à l'âge de 16 ans par un homme abusif qui l'abandonne rapidement. Chassée par sa famille, elle monte sur Paris en 1888 où elle se retrouve prise dans les griffes d'un proxénète du boulevard Malherbe. Elle fait alors la connaissance de Hérault, qui la prend sous sa protection, devient sa maîtresse et se livre occasionnellement à la prostitution. Petite, assez belle, elle possède un caractère déroutant. Malgré son jeune âge, elle traîne néanmoins derrière elle une solide réputation de fille dévergondée. Des mois passent. L'opinion publique se passionne pour cette affaire. Les journaux vont lui consacrer chaque jour des articles.
C'est alors que M. Lanterbach se manifeste. C'est un fabricant de malles habitant à Londres et il reconnaît le coffre qu'il a fabriqué. Il certifie l'avoir vendu à Michel Hérault et Gabriel Bompard. Malheureusement, aucune nouvelle des deux principaux suspects. Jusqu'au 21 janvier 1890. L'inspecteur Goron reçoit un courrier de 20 pages venant de New York. Voici quelques extraits. Monsieur Goron, depuis déjà 3 mois, je me trouve par la fatalité compromis dans une affaire où je ne comprends absolument rien. Et pourtant, les coïncidences m'accusent et même me condamnent. Je suis parti le jour de la disparition de mon ami Gouffé. Une malle achetée par moi et, d'après les dépositions, celle qui a transporté le cadavre. Quoi dire, mon Dieu? Cela est frappant jusqu'à l'évidence et tous les journaux me traitent comme un assassin. Ah, que je souffre de douleur pour ma pauvre famille et tout cela pourtant n'est que la faute de la fatalité. Je suis absolument innocent, comme je vais le démontrer et vous le prouver. Je suis ni complice, ni assassin, et je ne connaissais l'affaire que par les journaux. Je vous le jure, j'étais ami avec M. Gouffé. Pourquoi aurais-je fait disparaître cet ami? Parce qu'il était aimable avec Gabriel Bompard? Mais hélas, s'il fallait que je tue tous ceux qui étaient dans le même cas, j'aurais du courage. Je passe pour une canaille dans la presse. J'ai été malheureux en affaires. J'en suis sorti sans le sou. J'ai rencontré Gabrielle, je la croyais si digne de pitié que je ne pouvais me résigner à la laisser mourir de faim. Je me suis bien trompé sur cette vipère. C'est pendant un séjour à Londres qu'un soir, Gabrielle arriva sans bagage ni linge en me disant « J'ai été arrêté pour toi, on voulait savoir où tu étais. » Comme elle était toute déchirée, je lui ai acheté des effets et du linge. 4 ou 5 jours plus tard, elle devait rentrer en France et elle me fit acheter une malle en me disant de la prendre assez grande car nous devions partir pour Buenos Aires. J'achetai une malle à son goût. Elle partit. Jamais depuis je n'ai revu ce coffre. Plus tard, vers le 20 août, nous partîmes pour le Canada. Là, le hasard me fit lire un journal français parlant de moi comme soupçonné dans l'affaire Gouffé. Je voulus rentrer pour me disculper. Gabrielle refusa au début, mais à force de la menacer, elle finit par accepter. N'ayant plus d'argent, je m'adressai à l'un de nos amis, M. Garanger. Quelques jours passèrent et un matin, Gabrielle décida de partir avec lui. Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis. Je ne crois pas qu'elle soit coupable, car elle m'a juré qu'elle ne comprenait rien, et surtout qu'elle avait vendu la malle. Le malheur de cette créature, c'est qu'elle ment trop, et a toujours une bonne douzaine d'amants. Je désire qu'il soit arrêté aussitôt que possible. Avec le télégraphe, c'est affaire de quelques jours. Je m'engage, aussitôt Gabrielle en France, à y revenir libre. Je me présenterai chez vous. Je ne puis rentrer sans elle, elle est si intrigante. Qui sait ce qu'il peut y avoir dans cette malle? Mais, une fois entre vos mains, tout se décidera. J'ai bien l'honneur d'être votre tout dévoué, Michel Hérault. Le 22 janvier, le lendemain de la réception du courrier, une femme pousse les portes de la préfecture de police et se présente. « Bonjour, je suis Gabriel Bompard. » Placée aux arrêts, elle changera 8 fois de version concernant le meurtre de Gouffé, jusqu'au jour où elle avouera tout. Elle raconte. L'été arrivant, on se retrouve raide comme des passes-lacets. On cherche un sale coup à faire pour se remplumer. Un jour, Hérault rencontre dans le café Gutenberg un huissier de 48 ans nommé Gouffé. L'homme se vante de sa fortune et de ses conquêtes féminines. Cheveux châtains, clairs, coupés courts, moustache longue et épaisse, il fait à peine 40 ans. Hérault voit en lui le parfait pigeon. Il me charge de le séduire, ce qui ne devait pas être trop difficile vu le bonhomme, et de l'attirer chez moi pour lui subtiliser la recette du jour de son étude. Gouffé avait expliqué à Hérault que tous les soirs, il emmenait chez lui la recette qui s'élevait à 14 000 francs en moyenne. On avait loué un appartement aux 3 rue Tronçon du Coudray. On s'était fait passer pour père et fille et on a pris l'appartement au nom de Labordère. Ensuite, Hérault s'est chargé de solidifier la malle en la faisant doubler de 2 bandes de fer par un serrurier.
Il a aussi acheté de la corde, un mousqueton et un crochet, au cas où, m'a-t-il dit. Il passe à l'action le 26 juillet 1889. La belle Gabrielle s'arrange pour rencontrer l'huissier dans un café et l'invite à lui rendre visite le soir même dans son appartement. Gouffé ne se le fait pas dire deux fois. Quelques heures plus tard, la charmante demoiselle lui ouvre avec un grand sourire. Complètement excité, il lui jette avec un air libidineux « Petit diable !» Elle l'invite à s'asseoir sur une chaise longue du salon le temps de se changer. Gouffé la voit réapparaître en peignoir, l'air plus aguicheur que jamais. Il perd toute raison et toute prudence. Il laisse Gabrielle lui passer autour du cou un nœud coulant réalisé avec son cordon de robe de chambre. « Cela te fera une belle cravate, minaude-t-elle. » Il prend cela pour les prémices d'un jeu amoureux. Il ne s'aperçoit pas que sa séductrice a passé l'autre extrémité du cordon à son complice Hérault, caché derrière une tenture. Celui-ci l'attache à une corde qui passe dans une poulie fixée au plafond. Il n'a plus qu'à tirer fortement sur la corde pour pendre sa victime. Mais le notaire se débat. Il commence même à arracher le nœud coulant, ce qui oblige Hérault à l'étrangler de ses propres mains. Le voilà enfin mort, allongé sur le parquet. Hérault avale un verre de cognac avant de déshabiller le mort. Il ne trouve sur lui que 250 francs. Une misère, alors qu'il en espérait plusieurs milliers. Avec l'aide de Gabrielle, il enfile le corps dans un sac en jute qu'elle avait cousu spécialement à cet effet. Le sac est ensuite jeté dans la grosse malle. Celui-ci s'empare alors du trousseau de clés de Gouffé avec l'intention de se rendre à l'étude de celui-ci pour y rechercher de l'argent. Il laisse Gabrielle garder le cadavre. Il parvient effectivement à pénétrer dans l'étude, mais il rate une enveloppe contenant plusieurs milliers de francs qui est posée sur le bureau de l'huissier. En partant, il échappe de justesse au concierge, étonné par ce visiteur. Au petit matin, comme il l'avait prévu, ils se rendent en fiacre avec la malle à la gare de Lyon, où ils prennent 2 billets de première classe pour la capitale des Gaules. Ils passent la nuit à l'hôtel avant d'embarquer la malle dans un cabriolet de location. Direction le lieu-dit de la Tour de Millery, à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Arrivés sur place, ils ouvrent la malle et balancent le sac contenant le corps de Gouffé dans un taillis. Quelques lieues plus loin, ils se débarrassent de la malle après l'avoir brisée. Retour à Lyon, puis direction Marseille. Là, Hérault s'aperçoit qu'il a oublié son chapeau marqué de ses initiales dans l'appartement du crime. Les voilà donc de retour à Paris, où, après avoir récupéré le chapeau, ils partent pour Londres, puis sautent dans un paquebot en partance pour l'Amérique. Se sentant hors de portée de la police française si le crime venait à être découvert, ils reprennent leur magouille. Le couple de meurtriers cherche un nouveau pigeon à plumer. À San Francisco, ils rencontrent un commerçant français nommé Garanger, qui semble faire l'affaire. Il revient du Japon plein aux as. Hérault propose à sa partenaire de lui refaire le coup de l'huissier. Mais la petite Gabrielle a une autre idée en tête. Elle veut le magot pour elle toute seule. Et pour cela, le moyen le moins risqué est de le séduire pour profiter de sa fortune sans avoir à le tuer. Aussi, la petite futée prévient Garanger du piège qui l'attend et s'enfuit avec lui. Hérault, pendant ce temps, poursuit sa cavale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, vivant de petites escroqueries. En juin 1890, après avoir échappé plusieurs fois de justesse aux policiers français qui s'étaient lancés à ses trousses, il est finalement appréhendé à La Havane, où il s'était réfugié. Le procès du couple infernal débute le 16 décembre 1890 devant la cour d'assises de la Seine. 4 jours plus tard, Michel Hérault est condamné à mort, tandis que Gabrielle Bompard écope de 20 ans de travaux forcés. À l'époque, la justice ne traîne pas. Le 3 février 1891, Hérault est réveillé un peu avant 6 heures du matin dans sa cellule pour être conduit à la guillotine. Gabrielle Bompard sera finalement libérée en 1905 après avoir bénéficié de plusieurs réductions de peine pour bonne conduite. Elle deviendra ouvreuse dans un théâtre reconverti en cinéma. Elle finit ses jours oubliés en 1920.
Je me suis servi du livre True Crime France d'Adrian Langenscheidt, ainsi que de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, pour écrire ce récit. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.